à l'heure du franchissement des limites planétaires, un territoire ne peut plus être considéré comme performant simplement parce qu'il produit plus. Comment on peut tendre justement vers un modèle beaucoup plus circulaire puisque nous avons des ressources finies. On voit bien que faire mieux, c'est possible. Et pourquoi faire mieux ? Parce que c'est pour garantir la raison d'être même des entreprises. Pour continuer à produire, il faut que la ressource soit là. Ça nous a amené, c'est un mot important, je pense qu'il faut être prononcé ici, à renoncer à ce projet, de réfléchir ensemble au fait de prévoir ce projet, mais ailleurs, parce que ce site n'était pas le bon. Plutôt que parler d'attractivité, nous on essaie de mettre notre territoire en hospitalité. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce premier podcast de l'association France Ville et Territoires Durables, une association d'intérêt général qui regroupe l'État et ses agences, des collectivités locales, des experts et des entreprises. C'est la raison d'être de l'association, la coopération entre les acteurs publics et privés pour accélérer les démarches de transformation énergétique, écologique, sociale et économique. Et dans l'association, nous considérons que c'est l'économie qui aujourd'hui est la première cause du franchissement des limites planétaires ou des externalités négatives, et c'est l'économie qui seule peut réparer, régénérer, et ça tombe bien, elle est déjà en partie en train de le faire. C'est ce qui a été l'objet d'un groupe de travail de notre association qui a réuni ces 4 collèges et qui a décidé de présenter un livrable original sous la forme d'un podcast pour avancer des bonnes pratiques, des exemples, des réalisations qui permettent à la fois d'accélérer les transformations et de faire monter les territoires en résilience grâce à une économie régénérative. Pourquoi les territoires productifs doivent-ils changer de modèle ? Comment les limites planétaires, la disponibilité des ressources, les vulnérabilités socio-économiques et environnementales redessinent l'action publique et privée ? Comment la production urbaine et les modèles économiques actuels peuvent-ils s'adapter face aux défis climatiques, environnementaux et sociaux ? Vaste programme pour cet échange entre Virginie Allons-y, qui est directrice prospective chez Bouygues Construction et vice-présidente de l'association France Ville et Territoires Durables en charge du Collège des entreprises, Mathias Navarro, administrateur du mouvement Impact France, qui regroupe des entreprises engagées sur le plan social et écologique, et qui est fondateur associé du groupe Redman, un promoteur immobilier engagé pour une ville bas carbone et inclusive. Et enfin Florian Berco, maire et président de la communauté d'agglomération de Laval, qui est président délégué de notre association et qui apportera dans cet échange le point de vue de l'élu local sur la façon dont la collectivité peut accompagner cette transformation de l'économie territoriale. Alors, une première question pour Virginie Allons-y et Mathias Navarro. Pourquoi faudrait-il aujourd'hui repenser en profondeur nos modèles économiques de production immobilière et urbaine ? Comment peut-on intégrer une approche qui soit plus systémique que linéaire dans les modèles économiques territoriaux et une approche systémique qui aille au-delà de la seule réduction de l'empreinte carbone, dont on sait que c'est un des enjeux, mais pas le seul. Et quelle posture les acteurs de l'immobilier et de l'aménagement doivent-ils adopter pour produire et adapter le territoire de demain ? On sait que nous sommes en retard sur l'adaptation, notamment de nos outils industriels et économiques. La parole est à vous, Virginie Allons-y. Bonjour à toutes et à tous. Comme évoqué par Sébastien, c'est vrai que nous sommes à un moment charnière dans un monde de plus en plus incertain, complexe, imprévisible, avec différentes crises que nous avons traversées, que ce soit autour du climat, des ressources, du vivant, la crise sanitaire, toutes les tensions géopolitiques, les crises économiques, etc. Donc aujourd'hui, l'urgence, c'est vraiment de repenser nos modes de faire. J'ai envie d'aborder ça sous 3 points. Le premier, c'est vraiment l'urgence du changement de paradigme. Comment finalement, aujourd'hui, où on
a un modèle dominant qui est très linéaire, comment on peut tendre justement vers un modèle beaucoup plus circulaire, puisque nous avons des ressources finies. Nous avons franchi l'année dernière la 7e limite planétaire. Donc nous devons absolument repenser nos modèles en tant que constructeurs, promoteurs, aménageurs en profondeur. Donc ça veut dire effectivement s'adapter aux défis environnementaux, réduire l'artificialisation des sols, protéger la biodiversité, être beaucoup plus résilient demain face aux aléas climatiques. Mais ce n'est pas seulement une question environnementale, ça devient aussi un enjeu économique et stratégique, comme tu l'as abordé, Sébastien. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui les États-Unis et la Chine qui ont compris que la maîtrise des ressources critiques, les terres rares, les métaux stratégiques, c'est un véritable levier de pouvoir géopolitique. Donc réindustrialiser, penser des territoires productifs, c'est vraiment une question de souveraineté pour la France. Le deuxième point, c'est vraiment aussi, c'est une approche véritablement systémique et une prise en compte des enjeux de long terme. Donc comment, on a beaucoup pensé décarbonation, mais comment aujourd'hui on met aussi le poids du corps sur les ressources, sur le vivant, et puis de manière aussi en intégrant toutes les évolutions sociétales. Et enfin, le troisième point, c'est la coopération multipartenariale, comment on peut désiloter, comment on peut avoir une approche transversale où on va travailler en fait entre les acteurs publics, les acteurs privés, sans oublier d'associer le monde académique, qui a aussi beaucoup de choses à nous apporter, et la société civile. Donc le défi, c'est vraiment de faire plus avec moins, mais de faire encore mieux, de passer vraiment de cette logique finalement d'extraction à une logique de création de valeur à partir de ce qui existe déjà. Donc c'est vraiment refaire la ville sur la ville. On doit réhabiliter massivement les friches, reconvertir l'existant, densifier, etc. Utiliser tous les espaces vacants. Et j'ai envie de mettre juste l'accent sur 2 points aussi essentiels. C'est comment on peut lier la problématique de l'aménagement des territoires à celle de l'habitabilité des territoires. Là aussi, quand on veut réindustrialiser, c'est prendre en compte cet enjeu. Et le deuxième point, c'est aussi utiliser la démographie comme donnée structurante. Puisque là aussi, que ce soit avec le vieillissement de la population, l'évolution des cellules familiales, la décohabitation, les dynamiques territoriales, les migrations climatiques, comment on prend tout ça en compte justement pour passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire et coopératif qui place vraiment l'usager, le territoire et la durabilité au cœur de la création de valeur. Mathias Navarro, Virginie Allons-y évoque le fait de faire plus avec moins et peut-être encore mieux. Alors à la fois en tant que fondateur et dirigeant d'un cabinet immobilier engagé, mais aussi représentant d'une organisation nationale patronale, qu'en pensez-vous ? Alors, je crois qu'au fond, la question qui nous est posée, c'est comment est-ce qu'on va continuer à produire de la valeur dans les territoires sans continuer à épuiser les ressources qui les rendent habitables et attractifs. Et pendant des décennies, Virginie l'a très bien dit, on a pensé le développement territorial de manière assez linéaire, plus de foncier aménagé, plus de construction, plus d'activité économique et donc plus de croissance. Mais je pense qu'on est tous à peu près convaincus aujourd'hui que ce modèle il atteint ses limites. Et aujourd'hui, justement, à l'heure du franchissement des limites planétaires, un territoire il ne peut plus être considéré comme performant simplement parce qu'il produit plus. Il doit être jugé, je pense, par une valeur nette qu'il crée réellement pour ses habitants, pour son économie locale et puis pour ses propres ressources. Et pour moi, ça suppose un certain nombre de grandes transformations. Je vais essayer rapidement. Un, c'est repenser ce qu'on appelle ce qu'on définit comme produire de la valeur dans un territoire. D'abord, il faut sortir d'une vision purement quantitative du développement. La vraie question, c'est plus combien de mètres carrés on va construire, combien d'entreprises on attire, c'est quelle valeur durable tel ou tel projet va créer pour ce territoire. Des emplois locaux, amélioration des usages, réduction des nuisances, renforcement de la résilience territoriale et préservation des ressources. Et ça, c'est vraiment une nouvelle grille de lecture qu'il faut essayer de s'imposer de manière la plus systématique possible. Pour aller vite, la deuxième, c'est le principal gisement, et ça Valérie, on a aussi parlé, Virginie, pardon, on a aussi parlé, c'est la valeur de la transformation de l'existant. Le territoire productif de demain, il sera d'abord un territoire qui est régénéré. On ne peut plus penser le développement territorial uniquement avec un spectre de l'expansion. Et le premier gisement, bien évidemment, de création de valeur, ce sont les friches, ce sont les bâtiments obsolètes, ce sont les zones monofonctionnelles.
et les actifs qui sont sous-utilisés. Et ces actifs sous-utilisés, on le voit sur tous les territoires, ils sont massivement présents. Et donc ça, il faut aller les chercher et les transformer. Et il ne faut surtout pas que cette sobriété foncière puisse être vécue comme une contrainte, parce que ça peut être aussi un vecteur d'innovation et d'innovation foncière. Et enfin, je pense que les entreprises doivent devenir coactrices du développement territorial. Il faut changer la relation entre les entreprises et les territoires, et c'est tout l'objet du rapport que Impact France a publié l'année dernière. Une entreprise, elle ne peut pas être simplement implantée dans un territoire, elle doit devenir une partie prenante de son développement. Et parce que les performances des entreprises, elles dépendent directement de la vitalité de ces territoires, les sujets d'attractivité, les sujets de logement, les sujets de mobilité, les sujets de qualité de vie, de formation, de résilience, tout ça, c'est des choses qui vont de pair entre les entreprises et les territoires. Et quelques mots sur le carbone. Effectivement, on ne peut plus regarder les projets uniquement par le spectre du carbone. Les opérations les plus décarbonées, si elles ne sont pas au bon endroit et si elles ne sont pas utiles pour les territoires, elles ne servent à rien. Alors pouvez-vous tous les deux nous citer les principaux freins et leviers pour la transformation des modèles économiques, réglementaires, assurantiels, culturels des territoires? Virginie. On a différents freins, des freins fiscaux, réglementaires, financiers, assurantiels, mais j'ai surtout envie de mettre l'accent sur le frein culturel. C'est vrai que pendant 50 ans, nous avons relocalisé l'industrie loin de la ville. Et l'imaginaire collectif s'est construit là-dessus. Finalement, une industrie, c'était de la pollution, du bruit, du danger, etc. Et donc aujourd'hui, cette nouvelle industrie, elle doit justement ne plus ressembler à tout cela. Et donc, elle doit aussi être de plus en plus désirable. Et il y a un vrai sujet d'acceptabilité sociale et sociétale. Et donc, en tout cas, dans les leviers, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de mettre l'accent, Mathias l'a évoqué, sur ce sujet de la transformation urbaine comme levier, c'est-à-dire refaire la ville sur la ville, le recyclage urbain. Et pour ça, on a plein de leviers. Il y a déjà on parle de quartiers hybrides, de la mixité d'usage. Mais une fois qu'on a de la mixité d'usage, c'est aussi comment on peut aller plus loin avec de l'intensité d'usage, avec la chronotopie, comment un même mètre carré peut avoir un double ou un triple usage, puisque aujourd'hui, la plupart de nos bâtiments sont sous-utilisés. On les utilise uniquement à 20 ou 30% de leur temps. Il y a le sujet de la transformation d'actifs aussi. On peut transformer des bureaux en logements, ça c'est classique, mais on a énormément, il y a des collèges, des hôpitaux, des églises, des parkings qu'on peut aussi également transformer. Il y a le sujet de la réversibilité des bâtiments et de l'évolutivité des bâtiments. Et enfin, le dernier levier autour de l'économie circulaire, de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et également en fait tous les matériaux biosourcés et géosourcés qu'on peut également utiliser au niveau territorial. Voilà, donc les freins existent, mais pour chaque frein, il y a moyen aussi de créer de la valeur, de trouver des solutions et de prouver qu'on peut être écologiquement responsable et économiquement pertinent. Alors, il y a beaucoup de freins, et je voudrais moi faire un focus sur l'un d'entre eux, c'est le langage entre entreprises et territoires sur le sujet de l'impact. Là, je prends ma double casquette et effectivement de membre d'Impact France et de patron de boîte. La notion d'entreprise à impact est différente selon les villes, selon les communautés, selon les départements, selon les régions, selon l'État. Et donc, en tant qu'entrepreneur, aller prouver qu'on est une entreprise à impact et donc qui pourrait avoir un peu plus d'accès à la commande publique, à des subventions, à des aides, etc., etc. On repart de zéro à chaque fois qu'on change de commune et ça, c'est un vrai problème de ne pas avoir ce langage commun. C'est un énorme frein sur le fait que et les territoires et les entreprises arrivent à se retrouver pour avoir de l'impact ensemble. Donc, on pousse auprès de toutes les instances pour avoir ce langage commun. Impact France porte son propre indice qui est l'impact score, mais il en existe d'autres. L'idée, c'est vraiment qu'on arrive à avoir ce langage commun qui permettrait d'avoir les leviers. Et les leviers, c'est de pouvoir orienter la commande publique vers des entreprises qui sont régénératives, qui sont des entreprises à impact, orienter pareillement les subventions, les aides diverses, notamment en termes d'immobilier, de réinstallation, etc., etc. Et aussi
financer toutes les innovations, parce qu'on voit qu'il y a un problème de financement de l'innovation, notamment l'innovation sociale, qui est ce qu'on finance l'innovation tech beaucoup, l'innovation sociale est beaucoup plus difficile à financer, et donc de pouvoir donner cette paire de lunettes, je dirais, aux différentes collectivités qui leur permettront de mieux appréhender et de mieux comprendre et de se parler entre elles pour pouvoir faire advenir une économie dans laquelle les entreprises qui ont investi dans le fait d'être localement présentes, de produire localement, etc., sont favorisées, j'ose le mot, par rapport à celles qui vont faire autrement. Merci beaucoup. Virginie Allons-y, Mathias Navarro, vous êtes tous les deux engagés pour l'intérêt général à travers le mouvement Impact France ou à travers France Ville et Territoires Durables, mais vous n'en êtes pas moins des professionnels de l'immobilier, de la construction, peut-être du ménagement des territoires. Est-ce que vous avez un retour d'expérience positif à partager avec nous, à la fois au sein du groupe Bouygues ou au sein du groupe Redman, de bonne coopération entre acteurs qui a porté ses fruits au niveau territorial? Alors oui, pour illustrer les propos précédents, je vais donner quelques exemples. Par exemple, avec notre filiale de développement immobilier, Link City, c'est la reconversion justement d'une friche industrielle de 14 hectares qui était à Thiers-Orly, et donc c'est le projet Parc en Seine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est un quartier qui va devenir vraiment un quartier mixte, vivant. Et juste pour donner un exemple, c'est qu'on est passé, c'était une friche complètement imperméabilisée, enfin quasiment, puisqu'on est passé de 7% d'espace vert à 40% d'espace vert, tout en construisant des logements, des commerces, des hôtels, des bureaux, etc. Un autre exemple, on a aussi au niveau de l'entreprise générale, avec Bouygues Bâtiment Île-de-France, notre offre cyclique qui est vraiment sur la transformation d'actifs. Donc, comment on peut reconvertir des actifs obsolètes pour répondre à de nouveaux usages dans le temps, et notamment en intégrant l'économie circulaire. Un exemple de reconversion de bureau, l'ancien siège d'Airbus à Suresnes sur les quais de Seine, qui a été transformé en résidence étudiante, puisqu'il y a l'école Schema qui s'est installée à côté. Et ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est que 90% des matériaux ont été réemployés. Et enfin, pour finir, il y a aussi Cineo, par exemple, notre plateforme qui facilite justement le réemploi de matériaux de construction. C'est à la fois un lieu physique où on peut avoir du stockage de matériaux et une plateforme virtuelle qui met en lien l'offre et la demande autour de l'économie circulaire. Donc le premier site a ouvert à Vitry-sur-Seine, donc en Île-de-France. L'année dernière, un site à Nantes, et cette année, en début d'année, un site au niveau de Lille. Voilà, et peut-être juste d'un point de vue plus prospectif, nos travaux que nous avons aujourd'hui en cours, avec des travaux de recherche avec Lumia, justement, sur l'urbanisme régénératif, avec une méthodologie qui a été développée, qu'on est en train de voir comment on peut le mettre en œuvre avec les équipes opérationnelles. Et puis, je vous laisse découvrir notre dernière note de tendance sur l'industrie dans un monde en transition, crise ou opportunité. Alors, chez Redman, les exemples précis, alors déjà, on vient de changer notre raison d'être. On avait comme raison d'être depuis 6 ans, on était devenu Bicorp il y a 6 ans. C'est le fait de produire une ville bas carbone et inclusive, on l'a dit en introduction. Et aujourd'hui, la limite du bas carbone nous a paru trop limitante, justement. Et donc, aujourd'hui, on veut transformer les territoires avec des mètres carrés utiles et durables. Et donc, c'est vraiment les deux. Alors, je vais prendre 2 exemples très précis. Très régulièrement, le fait que les choses soient utiles et durables nous amène à nous questionner sur les cahiers des charges ou les programmes qui sont proposés par les collectivités dans leurs appels d'offres. Et donc, nous, systématiquement, on les challenge. Alors, des fois, on est aligné avec les villes. Souvent, on ne l'est pas. Et on propose, notamment quand il y a des programmes de bureaux, des alternatives. Parce qu'on considère que souvent, sur beaucoup de territoires, il est devenu à peu près inutile de produire des bureaux. Et donc, on peut proposer d'autres typologies d'actifs dans des réponses où il est demandé initialement des bureaux. Et donc, des fois, ça passe, des fois, ça ne passe pas. Mais en tout cas, on s'oblige, et pour nous, c'est une sorte quand même d'hygiène, de se questionner sur les programmes qui sont proposés et pas simplement les prendre, je dirais, tout cru. Et donc, il faut, dans notre logiciel, que ces mètres carrés soient utiles et durables. Ça nous a amené, par exemple, à gagner un appel d'offres qui était initialement du bureau et sur lequel on a prévu de l'activité pour les TPE, les PME, pour les artisans, ce qui n'était pas prévu initialement. Et la collectivité s'est rendue compte qu'effectivement, c'était peut-être plus intéressant
sur ce territoire, et ça nous a amené à faire ce projet. Deuxième et dernier exemple, on a gagné sur un autre territoire un projet sur un terrain au cours duquel, dans le cadre de développement des études, et ce n'était pas vraiment visible avant, on s'est rendu compte qu'il y avait une partie naturelle plus importante que ce qui était initialement visible dans les études. Et ça nous a amené, c'est un mot important, je pense qu'il faut être prononcé ici, à renoncer à ce projet et à imposer à la collectivité de se dire, de réfléchir ensemble au fait de prévoir ce projet, mais ailleurs, parce que ce site n'était pas le bon, alors qu'on avait quand même dépensé énergie et argent là-dessus. Et le résultat, je vais très vite, c'est qu'on réalise ce projet ailleurs et que ladite zone a été finalement classée en zone naturelle. Et je trouve ça assez intéressant parce que le mot de renoncement, il est très très difficile à prendre en charge pour des collectivités qui, elles, doivent donner une impulsion globale, alors qu'au niveau des entreprises, vu qu'on réfléchit projet par projet, on peut se poser la question, projet par projet, de savoir si c'est vraiment intéressant d'aller sur celui-ci. Merci Mathias. Ce qui est très intéressant dans le dernier exemple, c'est que c'est l'entreprise qui vient de challenger la collectivité sur le fait que son projet n'est peut-être pas assez pertinent ou assez vertueux tel qu'il est proposé par le maître d'ouvrage. On est là dans une pure évolution culturelle qui a été évoquée au début de cet entretien. On a absolument besoin, notamment que les élus locaux acceptent d'être challengés par les acteurs privés parce qu'il y a une expertise dans le monde de l'économie qui n'est pas forcément la même expertise que celle qui est dans les collectivités locales. Alors justement, Florian Bercot, maire et président de Laval Agglomération, brillamment réélu au premier tour récemment, c'est-à-dire qu'a priori les acteurs, les habitants, les électeurs ont été satisfaits du bilan, notamment en matière de développement économique, et Laval est connu de plus en plus pour être engagé à la fois sur les logiques de développement économique, mais aussi sur celles d'un développement économique responsable, d'un développement économique durable, compatible avec les différents enjeux. Qu'est-ce que ça t'inspire, les témoignages qu'on a pu avoir, et est-ce que tu peux nous partager ton expérience de chef d'exécutif sur un territoire qui est très engagé sur ces questions ? Merci pour l'invitation et merci effectivement pour ces témoignages dans lesquels je me reconnais pleinement. Avec cette idée d'abord de faire mieux. Je pense qu'on peut faire collectivement mieux. Donner quelques chiffres concernant Laval Agglomération. On a ces 15 dernières années artificialisé pour 1 hectare afin de créer 2 emplois industriels ou de loger 4 personnes supplémentaires. Je crois que ça laisse des marges de manœuvre pour l'aménagement du territoire et faire mieux. Je pourrais donner un autre chiffre. On a créé plus de 20 000 mètres carrés commerciaux, là aussi ces 15 dernières années. Au moment même où le commerce est en train de se transformer totalement, on achète en ligne, on prend du seconde main et on connaît le plan social majeur dans cette industrie commerciale comme on n'a jamais connu dans notre pays. Donc on voit bien que faire mieux, c'est possible. Et pourquoi faire mieux ? Parce que c'est pour garantir la raison d'être même des entreprises. Pour continuer à produire, il faut que la ressource soit là. Je viens d'un territoire que j'aime appeler mi-urbain, mi-rural, avec notamment de l'agro-industrie, notamment un leader et un géant du lait. Comment imaginer demain produire du lait sur nos territoires si les sécheresses nous empêchent d'avoir des fermes herbagères et donc dépendre essentiellement de produits importés dans un monde géopolitique qui est très incertain? C'est la pérennité même de ces entreprises qui est en cause. On pourrait citer l'exemple demain aussi d'une entreprise de conserverie où la surpêche empêcherait demain d'avoir du poisson et donc de pouvoir plus vendre ses produits alimentaires. Donc on voit bien que sur l'alimentation, c'est un exemple très concret que finalement préservation de l'environnement, durabilité du territoire, à garder un territoire nourricier est essentiel aussi pour continuer à produire sur notre territoire. Donc faire mieux, c'est un enjeu pour nous toutes et tous. Après, on est dans le monde économique et le monde économique est dysfonctionnant pour une raison simple, c'est que le prix ne reflète pas toujours la valeur des produits et des services. Malheureusement, je constate que dans notre pays, une grosse partie de la valeur ajoutée est concentrée dans les grandes métropoles parce que le serviciel a tendance à être très valorisé par rapport à l'industrie et par rapport à l'agriculture. Donc on peut se questionner de comment réajuster prix et valeur en internalisant dans le prix
la valeur sociale, la valeur environnementale, la valeur humaine des produits. Et ça, c'est un enjeu sur lequel on doit toutes et tous avancer. Et donc, on a quelques exemples qui nous permettent d'avancer. Je pense à une expérience de territoire zéro chômeur longue durée qu'on porte sur le territoire de Laval Agglomération. On a même sorti un documentaire qui s'appelle Utopie zéro chômeur. N'hésitez pas à aller le voir en ligne ou dans les salles de cinéma. C'est de se dire que sur un territoire donné, chaque personne n'est inemployable, mais toute personne, au contraire, a une compétence, a une ressource humaine interne et peut être utile au territoire. Et donc trouver cette utilité humaine au service d'activités qui étaient peut-être cachées sur le territoire. Et donc grâce à cette entreprise dont le but est de créer des emplois en CDI à temps choisi, on a réouvert un restaurant d'insertion, on recycle des boîtes fenêtres pour faire du surcyclage et refaire des meubles à partir de ça. Et le plus beau projet en cours, c'est développer une ferme urbaine à côté du quartier populaire de Saint-Nicolas, qui est le deuxième quartier le plus populaire de toute la région des Pays de la Loire. Donc on est en train d'activer 10 hectares de nature pour du maraîchage et des arbres fruitiers qui vont permettre, ça a commencé la production, de nourrir jusqu'à 1000 habitants d'ici 4 à 5 ans, avec un modèle économique qu'on veut pérenne, finalement en vendant indirectement aux habitants, avec les habitants. On estime que là, il y a de la valeur qui est créée et trouver le juste prix pour tout le monde et finalement réinterniser cette valeur. C'est un enjeu de santé environnementale, de justice sociale, écologique et puis aussi, je pense, une indication sur l'économie de demain. Donc ça, c'est un exemple très très concret. Je pourrais vous parler aussi de notre stratégie, finalement, plutôt que parler d'attractivité, nous on essaie de mettre notre territoire en hospitalité. Plutôt que de faire des grandes campagnes d'affichage ou de parler dans la presse de ce que nous sommes, je pense qu'il vaut mieux vivre l'expérience et donc bien accueillir ses habitants, bien accompagner les entreprises déjà sur le territoire. Ce sont les ambassadeurs de demain et donc ça nécessite aussi de bien loger, de bien se nourrir et de bien accompagner cette transformation qui est à l'œuvre. Et nous on mise sur la compétitivité territoriale. Je suis intimement convaincu que le développement d'une entreprise ne doit pas que regarder la compétitivité sur les coûts, le coût du travail, qui est la sempiternelle question des grands patrons, qui a tout ce qui est autour du hors-coût. Et je pense à la valeur, la compétitivité qui soit numérique ou technologique, la compétitivité autour des compétences humaines, ou alors la compétitivité environnementale. Et je donne quelques exemples sur notre territoire. On est en train de développer une plateforme rail-route, transport combiné, qui permettra demain pour notre industrie, parce qu'on a un territoire à forte dominante industrielle, on a 2 fois plus d'emplois industriels que la moyenne nationale, et donc cette industrie elle est quand même très carbonée, et donc demain, plutôt que de faire partir des camions, les mettre sur des rails, c'est 40 camions économisés, et c'est autant de CO2 en moins. C'est un exemple très concret d'une infrastructure légère, qui utilise des rails existantes, mais encore faut-il y penser et trouver le bon modèle économique de financement. On pourrait parler aussi de l'énergie décarbonée. Nous, le département de la Mayenne est au-delà de la planification écologique en cours. On a 34% d'énergie renouvelable. Et ça, c'est utile aussi pour être souverain pour nos entreprises industrielles. On a un réseau de chaleur qui permet aussi d'irriguer demain les entreprises industrielles. Et donc, cette énergie, demain, à un prix raisonnable parce que souveraine sur le territoire, c'est une compétitivité qui n'est pas négligeable. Je donne un exemple. On a une entreprise qui fait de la plasturgie. Au moment de la crise ukrainienne en 2022, l'énergie a représenté 1/4 de son chiffre d'affaires. Et donc, demain, pouvoir avoir une énergie alternative à un prix raisonnable, c'est s'assurer une compétitivité sur le moyen et long terme. J'aurais énormément d'exemples à donner, mais vous montrer que les territoires sont aussi en marche. Et évidemment, c'est dans une coopération publique, privée, citoyens, salariés, patrons, tout autour de la table qu'on fait réussir nos territoires et qu'on fait réussir notre beau pays qu'est la France. Merci beaucoup Florian Bercot. Un territoire qui passe d'une logique d'attractivité à une logique d'hospitalité et qui en plus place la compétitivité environnementale parmi ses priorités. On est là aussi, je crois, dans une véritable évolution culturelle. On refait le tour pour revenir à cette question culturelle sur les représentations, les visions, les narratifs qui doivent aussi évoluer. On a fait
qu'effleurer le sujet, mais il me semble qu'on a abordé des thématiques très puissantes, très importantes par rapport aux mois, aux années qui viennent, en France, en Europe et à l'échelle internationale. Virginie Allons-y, Mathias Navarro, Florian Berco, merci beaucoup de votre participation. Bon courage pour les semaines et les mois qui viennent dans vos différentes activités. Et France Ville et Territoires Durables aura le plaisir de vous proposer d'autres épisodes de ce podcast. Suivez-nous, nous parlerons des diagnostics territoriaux pour l'action, de la réindustrialisation décarbonée, de la mutation des emplois et du coup des organismes et des programmes de formation qui aujourd'hui ne sont pas encore alignés sur l'économie de demain. Et puis systématiquement, nous aborderons les questions de l'intégration du vivant non humain à chaque étape d'un projet de territoire. Merci encore de votre participation et à bientôt.